Bien, alors maintenant nous allons passer à une deuxième séquence. Et là encore, il n'y a pas de message, hein, c'est juste de l'info. Nous avons demandé à trois personnes de venir nous parler des affaires publiques. Je ne sais pas si vous voyez ce que sont les affaires publiques. Ça vous dit rien? Qui fait des affaires publiques là-dedans? Enfin, qui a dans son activité un aspect affaires publiques? Est-ce que vous connaissez la traduction américaine de affaires publiques? C'est le lobbying, ça vous dit quelque chose? Ouais, c'est un nom soft, hein, affaires publiques. En fait, ça veut dire lobbying. Bon. Alors, l'origine du mot lobbying, vous connaissez? Le lobby? Ouais. C'est l'accueil des hôtels, là où se retrouvaient tous les sénateurs et députés américains. Et c'était là où il y avait tous les gens qui avaient quelque chose à leur dire, payés pour ça. Bon. Alors, je vais vous demander d'accueillir Léonidas, Alexandre et Maxime. Ouais, ça aurait fait un petit effet. Hein. On a raté cet effet. On a raté cet effet. Mais bon, ça va bien se passer. Alors, d'abord, je pense qu'il y a quelque chose de très important qu'on va tous faire. Hein, c'est on va féliciter Maxime. Il vient de se marier. Un applaudissement. On va accueillir, donc, on va commencer à parler avec Léonidas. Donc, Léonidas Kalogiropoulos est un spécialiste du lobbying. Mais il a quand même une caractéristique, c'est qu'il est entrepreneur friendly. Et il fait partie de ces gens qui croient à l'idée que David a une chance de gagner contre Goliath. J'en ai même fait un collectif, David contre Goliath. Ah, le micro blanc. Ah. Ouais. Un collectif David contre Goliath parce que le lobbying, c'est le trait d'union entre le monde privé et le monde public. Et nous sommes dans un pays qui a une vocation assez naturelle à vouloir réguler des marchés. Seulement, quand on régule les marchés avec les acteurs qui sont là. Et donc, au bout d'un moment, la concurrence que l'on peut vouloir livrer en développant une innovation, elle se heurte au fait que le secteur dans lequel on veut rentrer est régulé, la télévision. Il a fallu casser les régulations existantes pour faire la télévision numérique. Les acteurs ne voulaient pas. C'est partie des dossiers et des batailles de la TNT qui ont été des batailles d'exemple de nouveaux acteurs qui peuvent rentrer dans la télévision. Les télécoms, des années que je fais toutes les étapes de nouveaux entrants dans les télécoms. Et finalement, ce dont on finit par se rendre compte, secteur après secteur, en faisant tomber le monopole de TDF, le monopole des NMPP, le monopole des auto-écoles, enfin, je vais vous en citer une kyrielle, c'est que la France est un pays dans lequel il y a une telle interaction entre les pouvoirs publics et les acteurs privés que souvent, très souvent, pour qu'une nouvelle entreprise, une innovation puisse rentrer sur son marché, il faut avoir la faculté de dialoguer avec ces autorités de régulation. Et moi, pour ma part, c'est la seule chose qui m'intéresse. Parce qu'il y a deux manières de faire du lobbying. Et vous savez que le mot lobbying est un mot qui est souvent connoté de manière péjorative. On imagine que le lobbying, ce n'est que les grands acteurs qui vont bétonner leur précaré, mettre des grillages autour, des fils barbelés, des baïonnettes, et que le lobbying, ce serait que les grands groupes qui mettre comme ça une ligne Maginot autour de leur marché avec les pouvoirs publics. Non, le lobbying, c'est aussi d'aller dialoguer avec les pouvoirs publics et leur dire c'est très bien que vous ayez organisé les choses, mais vous avez organisé les choses avec ceux qui étaient là à un moment donné, mais il faut aussi que vous imaginiez comment on peut organiser les choses avec de nouveaux acteurs, des innovations, des idées qui peut-être n'étaient pas là, des technologies qui n'étaient peut-être pas là avant.
Et donc, on a un certain nombre de secteurs. Peut-être juste raconter une mini-anecdote. J'allais te demander une anecdote. Il paraît que c'est possible pour une start-up de changer la loi. Ah oui, on a changé la loi avec plusieurs exemples. Mais c'est souvent des batailles homériques. Je trouve que c'est des batailles passionnantes. Personnellement, je trouve que c'est ce qui est assez noble dans le métier que je fais depuis 24 ans. C'est d'avoir des entreprises qui n'étaient qu'au stade de projet, d'avoir changé la loi et de voir ces entreprises se développer, créer des emplois et se retourner après, 5-10 ans après, et se dire finalement, on n'aurait pas débloqué la loi. Juste une illustration, parce qu'on la connaît tous, cette illustration, le prix du permis de conduire en France. On a des bibliothèques de rapports de l'inspection générale des services, de la Cour des comptes, des parlementaires, sur le prix trop élevé du permis de conduire en France. Alors on peut vouloir réguler les auto-écoles, mais finalement, plutôt que de vouloir réguler le monopole pour qu'il devienne moins cher, il y a un truc qui est pas mal en termes de régulation, c'est d'amener de la concurrence. Et on a fait tomber le monopole des auto-écoles dans la loi Macron, avec une entreprise formidable qui s'appelle Permis Malin. Je vous raconte cette anecdote. Parmi beaucoup d'autres, il y a les audioprothèses, il y a demander justice face aux avocats. Enfin. Mais dans le cas de Permis Malin, le premier rendez-vous que j'ai eu avec Permis Malin au ministère de l'Intérieur, la conseillère m'a dit, écoutez, je vous reçois, je vous connais bien, mais vous êtes ici dans le ministère des auto-écoles. Moi, j'avais lointement l'impression que j'étais dans le ministère de la République. C'est bon à savoir. Hein. Voilà, le ministère des auto-écoles. Alors, comment est-ce que l'on fait pour arriver à faire tomber un monopole qui est tellement puissant qu'il a lui-même réussi à accoler son nom à un ministère, qui est par ailleurs pas le moins régalien de tous? Bien, il y a un certain nombre de rouages. C'est la DGCCRF, c'est l'autorité de la concurrence, c'est effectivement le ministère de l'économie, ce sont les parlementaires. Il faut savoir que cette entreprise, qui est une entreprise fabuleuse, Permis Malin et d'autres entreprises qui concurrencent les auto-écoles, ont réussi à créer plus de 400 emplois dans les zones périurbaines parce que désormais les textes autorisent leur activité, alors que si la loi Macron n'avait pas prévu un article libérant leur métier, eh bien, ils étaient obligés de mettre la clé sous la porte et ils étaient sous menace de voir tous leurs investissements et des investissements personnels. Enfin, c'était des faillites lourdes. Si on arrive à le faire, c'est qu'il y a d'abord une reconnaissance de la liberté d'entreprendre, et puis il y a peut-être quelque chose qui est, je ne sais pas si c'est votre fil conducteur, mais quelque chose qui est une bonne nouvelle, qui gagne notre pays, c'est que l'esprit d'entreprise est en train, je pense, de devenir une des grandes valeurs de notre République. C'est probablement cette espèce de tsunami qui est en train de changer notre pays. C'est que lorsque l'on voit des jeunes qui ont investi leur argent, qui ont créé leur logo, qui ont acheté leur passe-porte, qui ont développé des agences, qui ont créé des emplois, qui ont répondu à un besoin, qui ont des clients, vous avez quand même un certain nombre d'interlocuteurs dans les pouvoirs publics, effectivement des gens à la DGCCRF, des parlementaires, des cabinets ministériels, qui vous disent c'est vrai, on ne peut décemment pas dire à quelqu'un qui a entrepris, écoutez, il n'y a pas de place pour vous. Mauvaise pioche, nous c'est organisé, nous ici c'est les auto-écoles, circuler. Il y a un moment donné où ce réflexe-là, qui a longtemps sclérosé notre pays, est en train de refluer. Et c'est une vague extraordinaire parce que même avec la nouvelle majorité parlementaire qui est arrivée à l'Assemblée nationale, le fait de pouvoir présenter des projets, une dynamique, une idée nouvelle, des gens qui vont explorer un nouveau marché, la data, concurrencer Google, eh bien, de plus en plus, les pouvoirs publics se disent peut-être que l'intérêt général, ce n'est pas uniquement ce que va faire l'État et comment on va réguler, c'est peut-être aussi cette innovation à laquelle on n'avait pas pensé et à laquelle on doit être attentif, on doit être curieux, on doit l'écouter. Eh bien, ça, c'est un
territoire, un terrain à défricher. Et c'est un terrain qui est absolument indispensable pour toutes les startups et les nouveaux projets, parce que lorsque les pouvoirs publics vous écoutent, ça rend les investisseurs attentifs, votre marché attentif à ce que vous faites, ça prépare les esprits au fait que dans l'économie régulée dont la France, je pense, aura du mal à se détacher, et finalement ça a aussi une vertu, l'économie régulée, parce que c'est aussi la prévention de la loi de la jungle, et bien que l'on intègre votre innovation, que l'on intègre votre entreprise dans les acteurs qu'il faudra réguler. Et je pense que c'est un travail indispensable. Donc, on va noter que, pour vous, entrepreneurs, il est possible d'avoir une action sur la sphère publique. Absolument. C'est désormais non seulement, je crois, nécessaire, mais je pense que les pouvoirs publics eux-mêmes sont de plus en plus attentifs. Avant, il fallait un peu forcer la porte. Désormais, je pense que voilà, il y a une attention qui est prêtée à se dire, bon, il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'inventer quelque chose de nouveau dans le secteur que je régule, il faut que je reçoive et que j'écoute. Alors vous noterez au passage, maintenant qu'on a une photo de Léonidas avant, qu'il est beaucoup plus saillant maintenant qu'il a pris une barbe. Hein. On est d'accord avec ça. Il reste une semaine de tolérance. Je vous propose donc maintenant de me retourner vers un autre barbu. Ouais, ben je n'ai pas choisi on purpose. Hein, c'est un hasard des choses. Alexandre, comment tu es arrivé à ce métier bizarre des affaires publiques? Alors, c'est assez drôle, parce que c'est une totale coïncidence, mais c'est de sa faute. Voilà. Ouais, il y a 10 ans. Ouais. Et là encore, hein, on n'a pas fait exprès. Mais totalement. C'est de la pure coïncidence, même si j'ai souvent tendance à ne pas y croire aux coïncidences, de par c'est sans doute une déformation professionnelle. Mais j'ai eu la chance de commencer effectivement avec le NIDAS dans le métier du lobbying. Bah oui. Au moins une. Bon, alors c'est tranquille le lobbying, c'est un truc où on va rencontrer les gens, on est cool. Ça a l'air d'être un truc où, en gros, on passe son temps à aller je suis d'accord avec déjeuner, à 100% avec ce qu'il vient de dire. Ça va peut-être pas vous étonner, mais c'est vrai qu'il y a une évolution plutôt positive, une appréhension de plus en plus positive de l'entrepreneuriat, des entrepreneurs, de la part des responsables politiques et administratifs. Il ne faut pas oublier les administrations, c'est souvent les rouages, comme Léonidas le mentionnait, les rouages qui font effectivement tourner les appareils étatiques, les collectivités territoriales, etc. Il y a encore quelques secteurs qui sont plus compliqués que d'autres. On a une tendance assez historique. Tu veux nous dire quel poste que tu avais juste avant, a connu le ministère de l'Intérieur comme étant le ministère des auto-écoles. Je l'ai connu pendant 2 ans, parce que je dirigeais le lobbying d'Uber en France. Je l'ai connu comme étant le ministère des taxis. Et donc là, effectivement, il y avait un degré de violence un peu plus dur, puisqu'il y avait des violences dans la rue, des troubles à l'ordre public, qui fait que les positions, les jeux de rôle sont pas forcément sont exacerbés. T'es plutôt un gros gabarit, toi, non? Oui, enfin, ça n'empêche que j'ai eu besoin de garde du corps à plusieurs reprises. Il paraît, ça a été assez compliqué. Que tu étais bien accompagné. Il y avait 3 pays. Quand vous prenez les zones, les continents Europe, Moyen-Orient, Afrique, enfin, on va dire la zone IMEA, il y avait 3 pays qui étaient très tendus pour Uber, enfin qui peut-être le sont encore, le Pakistan, l'Afrique du Sud et la France. Oh, c'est bien de savoir qu'on est à ce niveau-là. Hein. Ceci étant dit, parce qu'il faut, on est de l'ordre du fun fact quasiment, même si c'était pas drôle sur le moment, surtout pour les gens qui en ont le plus été victimes. Parce qu'il y a eu des gens quand même qui, dans cette histoire, avec des violences, avec des violences de rue, ont quand même été agressés. Je le dis parce que c'est les conséquences les plus dramatiques en fait qu'on peut avoir à la fois dans nos métiers et puis dans une vie d'entrepreneur quoi qu'il arrive. C'est quand vous avez une crise à un moment donné, peu importe son fondement social ou autre, mais qui aboutit sur de la violence, c'est quand même assez pénible. Et par ailleurs, je rebondis juste sur ce que disait aussi Nina, c'est-à-dire que les administrations, si on prend l'État, chaque ministère est dans un jeu de rôle, vous l'avez compris, c'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur, qui est censé assurer l'ordre public, la sécurité publique, un ministère extrêmement régalien, peut être aussi, ou a pu être, sans doute par le passé, le ministère des auto-écoles, le ministère des taxis, etc., etc. Comme Bercy a pu être par certains moments le ministère d'une forme de libéralisation, d'ouverture à la concurrence d'un certain nombre de secteurs, etc., etc. Chaque ministère, au fond, est dans un jeu de rôle. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur parce que j'ai passé 5 ans à Matignon. Alors ça, c'est tranquille, les heures de la République. Pareil, alors c'est un peu plus préservé, hein, la garde républicaine, donc c'est pratique. Non, je plaisante, mais c'est vrai que non, il y a d'autres... Il y a eu d'autres sujets assez intéressants. C'est-à-dire que, on parlait des taxis tout à l'heure,
les taxis, ça a sans doute été un cas d'école le plus extrême. J'espère que, d'une certaine manière, le secteur est apaisé aujourd'hui et arrivera à dialoguer. On a beaucoup travaillé pour que ce soit le cas, parce que quand vous prenez un secteur aussi extrême que le taxi VTC, il y a 2 ans, il n'y avait juste aucun dialogue dans le secteur. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'Uber, en premier, ne dialoguait pas forcément. Pourquoi ? Parce que c'était une start-up, il faut le rappeler. En 2014, Uber, c'est 10 personnes. Moi, j'étais le 50e salarié d'Uber en France, donc on est au printemps 2015. Et donc c'est une croissance assez rapide. J'étais le 1500e salarié au niveau mondial, ils sont actuellement 15 000, donc 2 ans plus tard. Mais Uber, pour prendre cet exemple-là, je sais que ça souvent s'intéresse, mais Uber, au début du quinquennat de François Hollande, n'existait pas. Il n'existait juste pas en France. Ça a été créé en décembre 2011. Pendant un an et demi, ça vivote. C'est 4 personnes dans un bureau en France. Non pas qu'ils ne fassent pas du bon boulot, mais ça ne rencontre pas encore le marché, si vous voulez. La solution, elle n'est pas encore optimale. Elle n'est pas encore sur les rails, comme on dit. Mais ça commence à décoller à partir de 2013. La certitude, c'est que quand on est sur des secteurs aussi régulés que le secteur, évidemment, du taxi, du VTC, vous ne pouvez pas faire l'impasse de la discussion, du dialogue avec les pouvoirs publics. Et c'est valable dans plein de secteurs, parce qu'on a quand même une tendance historique en France à des secteurs qui sont monopolistiques, organisés, structurés, souvent assez proches aussi de la sphère publique. Et donc vous avez une situation qui est très nette, c'est que tout entrepreneur qui s'investit sur un marché, avec peut-être les meilleures solutions business, marketing et autres, s'il est sur un marché qui est régulé, réglementé même, par les pouvoirs publics, si lui-même n'organise pas ses affaires publiques, comme on disait, s'il ne pense pas sa stratégie d'influence vis-à-vis des pouvoirs politiques, ses concurrents ou d'autres le feront à sa place, voire même ses détracteurs. C'est ce qui était le cas pour Uber pendant un certain temps. Et donc, vous avez une situation où la nature a horreur du vide. Notre métier, et je parle sous le contrôle de Leonidas, qui a un peu plus d'antériorité que moi, mais je pense que notre métier est en voie aussi de se normaliser, d'avoir de plus en plus de chartes, de déontologie, de cadres finalement aussi, pour dire voilà ce que l'on fait en tant que lobbyiste. Moi, je prends souvent l'analogie, on a un métier qui peut être à cheval entre le diplomate, entre l'avocat, et puis parfois le grenadier quand il y a besoin de balancer des grenades, parce qu'il faut pouvoir défendre des intérêts, et il faut pouvoir représenter des intérêts auprès des pouvoirs publics, comme un avocat va le faire auprès d'un tribunal. Et au fond, aujourd'hui, la profession d'avocat est extrêmement structurée et très cadrée, renvoie aux droits de l'homme, le procès équitable, la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a tout un cadre et une philosophie autour de la profession d'avocat. Je pense qu'on peut l'avoir également sur le métier de lobbyiste, dans la mesure où au fond, on ne fait que représenter, comme un avocat pourrait le faire, les intérêts, les positions publiques, les stratégies, les entrepreneurs qui sont derrière les entreprises qu'on défend. Maxime, bon, toi tu es un start-upper. Complètement. Vous êtes combien dans votre start-up brillante et dynamique ? 4,5 ? Bon. Et donc tu aides les gens à vendre des voitures. Voilà, j'accompagne les particuliers dans leur projet de vente de voitures et de motoscooters. Mais qu'est-ce que tu viens faire sur ce panel ? Ah, bonne question. Ah, c'est moi qui t'ai invité, donc c'est moi qui dois le dire, effectivement. Bon, pardon. Donc j'ai invité Maxime parce que Maxime est le responsable des partenariats d'un syndicat professionnel qu'il a contribué à créer. Avec Benoît est dans le coin, Benoît au fond. Voilà, donc on a 2 entrepreneurs avec quelques autres qui ont dit tiens, ce serait bien qu'on fasse un syndicat professionnel. Qui s'appelle France Cartech. Quelle est cette idée ? L'idée derrière ça, c'est plusieurs choses. D'abord, il y a plusieurs points. Évidemment, à long terme, c'est d'avoir potentiellement les épaules pour si un jour il y a besoin d'intervenir auprès des pouvoirs publics, parce que normalement notre industrie va pas mal bouger dans ces prochaines années, et c'est pas moi qui le dis, c'est la CEO de General Motors qui dit que dans les 5 prochaines années tout va changer sur l'automobile. C'est bien de pouvoir potentiellement avoir un véhicule qui n'est pas sa propre entreprise, qui est externe, sur lequel on a des autres startups qui puissent nous aider, nous épauler. Donc ça, c'est la stratégie long terme. Mais il y a aussi des bénéfices à court terme pour nous.
toutes les startups ont besoin, pour s'amorcer, pour commencer leur activité, de faire de la presse. Et il y a une vraie attente côté presse, parce que les journalistes ont horreur de citer qu'une seule entreprise, ils veulent toujours en citer plusieurs. Et du coup, le fait d'avoir aussi un véhicule, il se trouve que c'est le même, qui puisse incarner la multitude d'innovations dans un secteur donné, et ben c'est un très bon relais. Ça, c'est déjà un retour que tu constates. C'est un retour. Alors, c'est très jeune. Avec Benoît, on a travaillé sur ce projet dans les 3 derniers mois. On va faire un événement de lancement en début 2018. Là, on est dans une phase de recrutement pour rassembler le maximum de startups sur l'automobile. L'idée, c'est de faire un beau lancement en 2018 et avoir de la visibilité. Good. Et alors, qu'est-ce que ça coûte de monter un... Ça coûte pas grand-chose, parce qu'une association loi 1901, c'est pas très cher à monter. Ça demande un petit peu de temps, mais quelques heures par semaine, quand on est nombreux, c'est facile. Et puis on peut, pourquoi pas, mettre un stagiaire à mi-temps dessus. Donc ça demande, non, globalement, à notre échelle, ça coûte pas très cher, et ça peut potentiellement rapporter gros à court, moyen et long terme. Comme vous voyez, il n'y a pas de message. On est en train de... On ne vous dit rien, on ne vous propose pas de faire vous-même des choses comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, Léonidas, cette idée de se grouper Oui, je vais prendre le même, merci. C'est très important parce qu'on a parlé un peu des objectifs, mais c'est vrai qu'il y a la méthode. Et avoir une stratégie d'alliance, c'est très important. Être tout seul, entrepreneur, à défendre une idée, c'est un intérêt particulier. Être plusieurs d'un même secteur à défendre un projet, ça devient plus audible. Être plusieurs du même secteur et d'autres secteurs à dire la même chose, là, ça commence à ressembler à l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est la seule et unique justification aux décisions des pouvoirs publics. Donc toute stratégie de lobbying consiste à montrer que l'intérêt particulier que l'on défend rejoint l'intérêt général. Et lorsque l'intérêt général que représentent les pouvoirs publics se reconnaît dans cet objectif, eh bien on a un chemin qui est tracé et des décisions qui peuvent venir. Comment on fait? Alors effectivement, il y a des stratégies d'alliance dans le même secteur. Il faut aller voir souvent des gens qui sont très puissants, qui ont une importance, les consommateurs. Vous avez UFC Que Choisir, 50 millions, ou des consommateurs dans votre secteur, les télécoms. Vous avez un certain nombre d'autorités qui peuvent, ou d'associations, de structures qui sont un peu des structures un peu jumelles, un peu périphériques. Et vous bâtissez une convergence de points de vue. Un autre élément qui est essentiel, et avec mon grand ami Alexandre, on a eu ces discussions concernant Uber. Il faut que vous construisiez vous-même l'idée du point d'atterrissage de ce que vous défendez. Dans le cas que je citais tout à l'heure, je trouve que c'est un assez bon cas. Pour vous citer Sonalto, qui a bâti des solutions auditives standards, comme il y a des loops standards, et on est obligé de tordre le bras à l'ordre des audioprothésistes qui sont sous le coup d'une enquête de l'autorité de la concurrence pour essayer d'avoir bloqué cette solution pendant longtemps, mais on a tordu le bras et c'est sur le marché désormais. Mais il faut avoir une idée de la place que votre innovation, que votre entreprise va occuper dans l'ensemble du secteur. Si on a réussi le lobbying pour les voitures à double commande face aux auto-écoles, c'est qu'on avait écrit très précisément quelle allait être la place des auto-écoles, les 20 premières heures de conduite pour apprendre à maîtriser un véhicule, et toute ouverture à la concurrence après, avec des véhicules à double commande, à partir de 20 heures. Donc, on ne venait pas en dire « ouais, c'est dégueulasse, il faut de la place », et puis laisser à d'autres le soin d'y réfléchir. On avait, sur le cordeau, rédigé le texte qui correspondait à un point d'équilibre. Et donc ensuite, ce que nous avons bâti, c'est pas « ouais, c'est notre revendication, on a le droit d'exister », c'est défendre le point d'équilibre. Chacun à sa place. Il faut que vous pensiez votre point d'équilibre. Si je dis qu'avec Alexandre, on a eu des débats sur ce sujet, c'est que je pense que Uber a tardé
à bâtir son point d'équilibre sur la coexistence entre les VTC et les taxis. Et donc il est apparu comme une menace à un ordre existant sans décider les contours de ce que serait l'ordre de demain. Dans votre secteur, vous avez un syndicat. Le rôle de votre syndicat est de dire ben voilà ce que serait une régulation parfaite. Une régulation idéale ou sur tel ou tel point. Bon. Ensuite, vous faites votre stratégie d'alliance. Ensuite, vous avez parlé des médias. Les médias aiment beaucoup ces batailles de David contre Goliath. Et effectivement, pouvoir illustrer auprès des médias le fait que vous êtes à tel ou tel stade d'un bras de fer, bon, c'est des feuilletons qui peuvent exister. Puis vous avez aussi tout l'intérêt d'avoir bâti un collectif qui s'appelle David contre Goliath, de montrer que si on dit non à votre entreprise, eh ben, en sous-jacent, ça sera non à plein d'entreprises. Et donc, comme il s'agit de ne pas envoyer des messages à l'économie qu'il ne faudrait pas innover, pas se lancer, eh bien, voilà, ça a un sens. D'ailleurs, de ce point de vue-là, peut-être juste un petit bout point pour répondre à Alexandre. C'est vrai qu'on est des avocats, en quelque sorte, des avocats, des diplomates de nos mandants. Je pense qu'on peut avoir une ligne éditoriale. C'est très difficile d'aller voir la DGCCRF, qui est un peu l'administration, comme le disait si bien Alexandre dans ce jeu de rôle, l'administration garante de la concurrence, et d'aller les voir le lundi en disant il faut ouvrir à la concurrence parce qu'il y a des innovations qui arrivent, et aller les voir le jeudi en disant oui, mais dans ce secteur-ci, il faudrait protéger le monopole. Non, je pense que quand on défend la concurrence, c'est une doctrine. La concurrence, elle n'a pas besoin d'être sauvage, mais la concurrence, elle est vertueuse. Et lorsqu'on a choisi de défendre la concurrence, c'est un sacerdoce. On défend la concurrence. Un petit mot pour conclure ? Ah ben, un petit mot pour conclure. Non, je pense qu'il y a un point qui est très important. Moi, j'ai pu remarquer ces dernières années, les entrepreneurs, et on ne peut pas leur en vouloir, mais les entrepreneurs ne comprennent pas le monde politique, le monde administratif. Rassurez-vous, ça peut être vrai dans l'autre sens. C'est tout l'intérêt d'avoir des professionnels à un moment donné qui peuvent accompagner l'entrepreneur à grandir. Parce qu'au fond, l'enjeu, c'est pas d'arriver à le transformer en un super technocrate qui pourra parler d'égal à égal avec le haut fonctionnaire de Bercy, de l'intérieur, etc. Ne changez pas votre ADN, vous êtes des entrepreneurs, il faut que vous le restiez. Mais le point le plus important, vraiment, il est là, à mon avis. C'est-à-dire que l'administration, alors on a une administration en France, on la critique souvent, elle n'est pas imparfaite, elle n'est pas parfaite, ça dépend comment on le voit, le verre vide, verre à moitié plein, verre à moitié vide. La réalité, c'est qu'il y a pour beaucoup, dans les administrations, dans les politiques, des gens qui veulent bien faire. Encore faut-il d'abord les trouver, les connaître, leur expliquer avec leurs mots et avec leur façon de penser vos réalités business, les stratégies que vous voulez mettre en place sur tel ou tel marché, vos ambitions. Et ça, aujourd'hui, les politiques sont en train d'évoluer. Je dirais qu'ils font un pas de plus en plus, quand même, les administrations aussi, c'est assez notable. Ils font un pas de plus en plus vers les entrepreneurs. Il y a des administrations entières, on parlait de la DGCCRF, la DGE, potentiellement l'autorité de la concurrence, qui sont aujourd'hui dans le jeu de rôle interministériel pour ce qui concerne l'État, totalement engagé pour défendre des entreprises. Alors évidemment, il y a un certain nombre de principes un peu fondamentaux qu'il ne faut pas violer quand on est une entreprise, l'état de droit, la Constitution, etc. Ça va de soi, mais il y a de plus en plus de ce que j'ai pu remarquer à la fois dans le public et dans le privé. Il y a quand même de plus en plus d'agents publics, de hauts fonctionnaires qui sont, contrairement aux apparences, qui sont ouverts à ces questions-là et prêts à défendre effectivement des nouveaux entrants et des concurrents, quand bien même on est sur des secteurs qui sont extrêmement monolithiques, avec un ou très peu d'acteurs. Donc ça, c'est aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir bien en tête cela, c'est-à-dire que quand vous opérez sur des marchés, si vous n'avez pas de problème politique, concurrentiel, d'influence, tant mieux. Heureusement que toutes les entreprises de France n'ont pas besoin d'appel, n'en font pas appel à nos services. Enfin, d'une certaine manière, ce serait pas mal, mais enfin, c'est pas la réalité aujourd'hui. Encore heureusement, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de secteurs qui n'ont pas besoin d'avoir des relations au fond avec les pouvoirs politiques, avec les pouvoirs publics.
Mais dans bien des cas, tu parlais en France, c'est quand même assez rare, il faut quand même le reconnaître. Ok. Et Maxime parlait du secteur de l'automobile. Par définition, c'est un secteur qui va connaître des transgressions, des disruptions, des innovations assez massives. Elles sont en cours, en réalité, elles sont en cours. Les pouvoirs politiques le savent, il ne faut pas se mentir. Et aujourd'hui, les boîtes qui survivront, et je pense garder bien ça en tête, les boîtes qui survivront, c'est celles qui auront pris en compte leur écosystème et qui ne seront pas justement dans une posture en disant nous on est les meilleurs, on se débrouillera tout seul et on n'a pas besoin des autres. Aujourd'hui, la force de s'allier, la force de se fédérer, c'est aussi demain de pouvoir influer sur les décisions qui vont par définition structurer les règles du jeu. Bon, merci Alexandre. Donc je pense que vous avez tous compris le message subtil qu'on a essayé de faire passer. Est-ce que... Alors, une question ou deux, mais on est un peu tendu en timing, puisque comme vous avez pu voir, on a pris un petit peu de retard à l'allumage. Est-ce que vous avez une... Mais sinon, vous restez pour la pause. Hein. Bon, donc vous les repérez, hein, il y a leurs photos. Ces messieurs ont visiblement travaillé avec l'intérieur. Bon, je suis d'un ministère qui est encore plus conservatif, puisqu'il vient de changer de nom pour repartir 50 ou 60 ans en arrière pour s'appeler des Armées. Le ministère des Armées, l'idée était quand même de faire de la défense. La défense est quand même un ministère à monobloc qui est quand même très centré sur un certain nombre d'habitudes d'industriels avec qui on travaille. Et c'est assez difficile pour les entrepreneurs de rentrer. Alors vous êtes tapé l'intérieur, si j'ose dire. Comment vous feriez, quelle suggestion vous auriez pour essayer de bousculer les choses? Alors par expérience, il y a le ministère de l'Intérieur, on en a beaucoup parlé. Le ministère de la Défense, c'est pas le plus conservateur des ministères, de mon point de vue. Il y a encore pire. On en parlera à la pause si vous voulez. Un autre ministère régalien qui, en l'occurrence, est quand même très, très conservateur dans son approche, dans son ouverture aux innovations, aux technologies et demain aux entrepreneurs. Je fais un quiz, c'est peut-être ça le fil rouge de la journée, c'est quel est le ministère en question. Pour le ministère de la Défense, enfin, en tout cas pour ce que j'ai pu voir, j'ai toujours le sentiment que les militaires, même s'il y a des habitudes ancrées dans ce ministère des Armées, il y a quand même une ouverture sur le monde qui est beaucoup plus importante que, encore une fois, dans d'autres ministères. Peut-être par l'ouverture. Moi, c'est la lecture que j'en ai. Ça reste un ministère régalien, ça reste un ministère qui, évidemment, a ses habitudes avec des industriels. Je ne sais pas si Léonidas veut rajouter un mot. Je veux bien. Je trouve que le passage par le ministère de l'économie est toujours intéressant. Le lobbying, c'est faire jouer les pouvoirs et les contre-pouvoirs. Lorsque vous restez en dialogue fermé avec un seul interlocuteur, soit il vous a la bonne et tout va bien, mais son humeur peut changer et vous en avez qu'un, donc c'est très embêtant. Il n'y a pas de lobbying véritablement sans jeu de pouvoir et de contre-pouvoir. Les jeux de pouvoir et de contre-pouvoir sont dans la démocratie. Notre savoir-faire, à nous, lobbyistes, c'est d'aller chercher telle direction. Je ne sais pas, je vais vous donner un exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans le secteur de la culture, qui est un secteur qui peut avoir ses conservatismes terribles, quand vous êtes dans la culture, vous êtes dans la culture. Voilà, donc vous dialoguez avec le ministère de la Culture. Mais le ministère de la Culture est un ministère qui est extrêmement hermétique à l'économie. Et donc, à un moment donné, vous avez une espèce de construction de système où on se passe les plats entre acteurs qui sont installés et ça tourne totalement en rond. Donc, vous n'avez pas le moyen, lorsque vous avez une idée nouvelle, à la faire émerger si vous restez à huis clos dans le ministère de la Culture. Donc, à un moment donné, il faut aller chercher le ministère de l'Économie. Il faut dire, tout ça, c'est bien gentil, mais il y a l'argent de l'État. Où est la rentabilité? Où est le progrès? Où est l'innovation? Et dans l'appareil d'État, vous arrivez à perturber le système de huis clos. Je pense que le ministère de l'Économie est un très bon contrepoids dans le ministère des Armées. Et vous avez un autre levier qui est très important, ce sont les parlementaires. Les parlementaires, c'est le contre-pouvoir par définition. C'est celui qui peut poser des questions, celui qui peut dire pourquoi est-ce que vous n'avez pas reçu telle ou telle innovation, pourquoi est-ce que partout ailleurs dans le privé, il y a telle pratique qui se développe et pas dans le ministère des Armées. Vous avez une audition
systématique de tous les responsables des armées en commission des affaires, commission des affaires de la défense, mais également en commission des finances. C'est toutes les occasions que l'on peut avoir de dire, écoutez, il y a ce dossier, où il en est, pourquoi ça n'avance pas. Les contre-pouvoirs démocratiques sont les instruments du lobbying. Ce qui se passe, c'est un élément qui est un défaut ou pas un défaut, mais on est expert dans nos métiers, dans notre entreprise, on n'est pas expert en institutions et en droit constitutionnel. Donc, quelle est la bonne institution qui peut servir de contre-pouvoir? Comment est-ce qu'on la sollicite? Comment on l'utilise? Ça, c'est le savoir-faire du lobbying, mais finalement, ce n'est que ça. Et pour répondre à votre question, face au huis clos, avec le ministère des Armées et avec son conservatisme, faites jouer les contre-pouvoirs dans tous les domaines. Merci. Juste un tout petit mot, parce que je voulais juste parler d'une maison. Ce qui est très vrai, c'est qu'il y a une autre maison dans l'État qui a ce qu'on détient l'interministériel, c'est Matignon. Et encore une fois, n'oubliez jamais que, pour ceux qui sont engagés sur des sujets, notamment d'affaires publiques, avec l'État, avec le gouvernement, c'est le Premier ministre qui décide de la politique de la nation. C'est le Premier ministre qui rend les décisions, rend les arbitrages en réunion interministérielle à Matignon. Et donc, même si vous pouvez avoir un blocage au sein d'un ministère, la culture est un très bel exemple, la défense aussi, sans doute, et quelques autres, même potentiellement aussi l'économie ou le budget, parfois peuvent être aussi sur des positions qui peuvent être défavorables pour vos intérêts d'entrepreneur. À la fin, ça se règle quand même à Matignon, voire à l'Élysée, en fonction du sujet. Donc là, on voit l'ancien de Matignon qui a quand même un message à faire passer. On ne va pas devenir trop technique. Après, on n'aurait plus besoin d'eux. Donc, ils vont garder une partie de leur mystère. Mais ils restent disponibles pour parler avec vous à la pause. Je vous propose de les remercier chaleureusement.